Canal FM vous propose aujourd'hui cet entretien en compagnie du président du département du Nord, Jean-René Le Serre, qui est avec nous. Bonjour, président. Bonjour. Jean-René Le Serre, on a laissé la possibilité aux auditeurs de vous poser des questions aujourd'hui sur cette période difficile due à cette épidémie de coronavirus. On va parler du volet de la santé, évidemment. Première question déjà et qui revient très souvent chez les auditeurs. Où sont les masques à destination de la population? Le département du Nord, vous avez commandé par exemple 150 000 masques à destination des services d'aide à domicile. Comment vous allez vous organiser? Enfin, si vous voulez, on a commandé beaucoup plus de masques que cela, puisque moi j'ai commandé, enfin le département a commandé 6 millions de masques. 6 millions de masques, mais qui sont des masques qu'il est extrêmement difficile de se procurer, c'est-à-dire des masques à la fois FFP2, c'est-à-dire des masques qui conviennent pour le personnel soignant, qui conviennent également pour certains soins au niveau des EHPAD, qui sont nécessaires parfois également au niveau de la PMI ou au niveau de l'ASE lorsqu'ils rencontrent des personnes qui ont une suspicion effectivement de Covid. Mais nous avons en outre des masques chirurgicaux. Les masques chirurgicaux, ceux-là peuvent de temps à autre, en dépannage, être donnés aux uns et aux autres, y compris à certains de nos personnels, mais nous n'avons pas commandé de masques en tissu. Les masques en tissu, ils sont fabriqués un peu partout, fabriqués par beaucoup de communes. Je sais qu'à Lille, par exemple, il y a actuellement dans les locaux de la mairie, d'ailleurs, un véritable atelier de confection de masques en tissu, et c'est le cas dans un très grand nombre de communes. Ils sont distribués ou ils vont l'être dans les grandes surfaces. Pour le moment, le département n'a pas acheté de masques en tissu. Donc les masques du département, ils sont effectivement réservés à la fois aux agents du département, à la fois aux personnes qui travaillent pour le département, que leur statut soit associatif, qu'il s'agisse d'associations, par exemple de l'aide sociale à l'enfance, qu'il s'agisse de l'établissement public départemental de soins, le PDSAE, qu'il s'agisse des sapeurs-pompiers, puisque le SDIS est très proche effectivement du département. Tout cela, c'est notre compétence pleine et entière. On est intervenu au secours d'un certain nombre de professionnels de santé en dépannage, parce que le directeur général de l'ARS me disait que pour le moment, il n'avait pas la possibilité de les servir aussi bien qu'il l'aurait souhaité, puisque pour l'ARS, la priorité des priorités, c'est l'hospitalier, et que jusque derrière l'hospitalier, il y a les EHPAD notamment. Donc, j'ai fourni des masques aux chirurgiens dentistes, aux pédicures podologues. Je vais en fournir également aux kinésithérapeutes en one shot, si je peux m'exprimer ainsi, c'est-à-dire pour qu'ils aient un mois à peu près pour se retourner. Et après, l'ARS m'a assuré qu'ils seraient au rendez-vous. Alors, on a parfois des surprises un petit peu curieuses parce que se pose par exemple le problème des assistantes maternelles. Les assistantes familiales, c'est différent, puisque les assistantes familiales sont des agents du département. Donc, il est normal que le département se préoccupe de leur fournir des masques. Les assistantes maternelles, je posais la question au directeur général de l'ARS lundi dernier, et il me disait non, non, c'est de la responsabilité des parents, ça, monsieur le président, c'est pas du tout de la responsabilité ni de l'ARS ni du département. Et puis ce matin, il y a un guide, alors je sais bien que le guide n'a pas de valeur juridique, mais c'est quand même un guide gouvernemental qui vient dire les départements sont appelés effectivement à intervenir auprès des assistants maternels. Moi, je veux bien tout. Mais bientôt, on va nous demander effectivement d'intervenir pour les agents de l'État, si ça continue dans ces conditions-là. Et puis, il faut pour cela qu'on ait effectivement des masques tout public, des masques en tissu. Donc, il faut le temps de les commander et le temps de les avoir. Moi, je suis déjà très, très content d'avoir eu un peu de chance, c'est-à-dire d'avoir vu arriver mes masques FFP2 et mes masques chirurgicaux. On s'était de toute façon entendu avec Xavier Bertrand, on était passé par des filières différentes en se disant le premier servi servira l'autre. Et par exemple, mon collègue du Pas-de-Calais, qui est un ami d'ailleurs, m'appelle pour me dire est-ce que tu peux me filer des FFP2 pour mes propres chirurgiens dentistes? Je les rendrai plus tard. Je dis bien sûr, on est entré dans une époque de troc, si vous voulez. Le troc remplace les marchés et le payeur départemental aujourd'hui regarde passer les décisions des uns et des autres. Mais comme je disais parfois, même à mon service juridique qui insiste toujours pour qu'on respecte au plus près les réglementations, si je vous écoutais, je passerais à un marché européen pour avoir des masques et je les aurais dans un an et demi. Quoi. Mmh. C'est vrai qu'il y a une vraie solidarité, hein, qui s'est, organisée autour, de la fabrication de masques. On l'a vu à Maubeuge, il y a des ateliers qui sont en train de se construire. On a vu à Fourmi également, on a vu des impressions 3D, hein, qui ont été même, créées pour Tout des visières de sécurité. Vous avez prévu des livraisons de masques pour les structures, sociales et médico-sociales. Est-ce que vous pouvez en citer quelques-unes peut-être ensemble avec moi qui pourront bénéficier de ces masques? ah bah écoutez, avec l'accord de l'ARS, de l'Autorité régionale de santé, bon, d'une part, on sert l'intégralité des UTPAS, donc celles
de l'Avesnois, de Sambre-Avesnois comme celle d'ailleurs. On intervient en renfort sur les SAD, les services d'aide à domicile. On intervient sur l'ensemble des chirurgiens dentistes. On intervient sur l'ensemble des pédicures podologues et certainement demain, effectivement, des kinésithérapeutes. Donc, on est largement présent sur les professionnels du médico-social, sur les professionnels du social, mais le médico-social, nous sommes le camion balai, comme on dit dans le Tour de France. C'est-à-dire que dans un premier temps, c'est effectivement l'ARS qui intervient. On constate qu'il y a des trous dans la raquette, ce qui peut arriver, ce qui n'est à la responsabilité de personne, parce que les besoins d'un EHPAD ne sont pas ceux d'un autre. S'il y a des cas de Covid ou s'il n'y a pas de cas de Covid, le besoin de masque, il est différent, et en qualité et en nombre. Donc, on intervient pour combler ces premiers trous dans la raquette. Et puis, comme on a fait en sorte que chaque conseiller départemental puisse avoir également un volant de masque, puisque les conseillers départementaux sont extrêmement près du terrain, proches du terrain, ils sont en quelque sorte le deuxième camion balai. Donc, il y a le rôle fondamental de l'autorité régionale de santé, il y a le rôle du département et le conseiller départemental qui, au coup par coup, peut rectifier des manquements auxquels nous n'aurions pas été sensibles les uns et les autres. Vous avez constaté peut-être des manquements là justement en Sambre-Avesnois? Est-ce que vous avez des retours, négatifs là en ce moment? Pas plus au Sambre-Avesnois qu'ailleurs, si vous voulez. On a eu un énorme problème sur les EHPAD, donc sur les maisons de retraite, si vous voulez, hein. Et je pense que demain, quand on fera l'évaluation de cette crise, on s'arrêtera longtemps sur le problème des EHPAD, parce qu'effectivement, on a été en pénurie de masques, on était en pénurie également de tests dans un premier temps. Aujourd'hui, on essaye effectivement là aussi de faire le complément, mais l'ARS a repris des livraisons régulières effectivement de masques. Je réserve par exemple tout un quota de masques FFP2, qui sont des masques plus sophistiqués, pour les EHPAD, dans deux hypothèses, qui sont des hypothèses assez classiques, mais dans ces hypothèses-là seulement, l'hypothèse de la kinésie respiratoire, d'une part, et d'autre part, l'hypothèse des tests, puisque désormais, et j'allais dire enfin, on va tester de manière systématique lorsqu'il y a suspicion de Covid, à la fois tous les résidents et tous les personnels, de façon à pouvoir aménager effectivement la sécurité la meilleure. Dans tous les EHPAD? Dans tous les EHPAD du département, tout à fait. Vous savez, le département du Nord est un des rares départements où on a encore plus de la moitié des EHPAD qui n'ont pas connu un seul cas de Covid. Il y en a qui en ont connu beaucoup, aussi bien dans les structures privées d'ailleurs, hein, où ça semble avoir été encore plus difficile à gérer que dans les structures publiques. J'ai des collègues, notamment dans l'Est, où ils disent, mais chez nous, il y a eu du Covid partout au niveau des EHPAD. Donc, ceux où il n'y a pas de Covid, aujourd'hui, avec les mesures qui sont prises, logiquement, toutes les précautions sont faites, sont prises pour qu'il n'y en ait pas demain. En revanche, ceux où il y a Covid, il faut mettre en place, les directeurs d'EHPAD ont commencé cela depuis longtemps, mais dans des conditions qui sont des conditions vraiment très, très complexes au départ, mettre en place une séparation étanche entre la partie des résidents et je tentais de dire, et des personnels qui n'est pas touché par la maladie. Et puis, d'un autre côté, les personnes qui sont touchées par la maladie, dont s'occuperont d'autres personnels, parce qu'il ne faut pas non plus que les personnels qui s'occupent des malades, ils se baladent chez ceux qui sont non malades, sinon le phénomène de contamination, il est totalement avéré. Et bien sûr, souvent dans les EHPAD, ce n'est pas dans des chambres que l'on peut isoler. Il faut isoler des ailes entières du bâtiment, parce qu'on a aussi dans ces structures des personnes qui sont des personnes en situation de maladie d'Alzheimer ou de maladie apparentée et qu'on ne pourrait pas effectivement conserver dans une chambre avec le respect des gestes barrières et toutes les précautions utiles et nécessaires. On va aborder l'autre chapitre très important évidemment en ce moment, Jean-René Lecerf, sur la réouverture des collèges avec masque obligatoire. Est-ce que, il y a d'autres dispositifs barrières qui vont être mis en place dans les collèges? Alors, on peut s'arrêter encore une seconde sur les masques quand même, Oui, pour oui. dire que là, le partage est clair. C'est-à-dire que c'est l'éducation nationale qui prend en charge les masques pour les collégiens, ce qui n'avait pas été évident dans un premier temps, hein. Mais donc, tous les collégiens auront la possibilité, si ce n'est l'obligation, de porter un masque. Du moins dans toutes les périodes où ils ne seront pas en distanciation physique suffisante. L'éducation nationale s'occupe également des masques pour les personnels éducatifs et le département s'occupe de tous les autres, si je peux m'exprimer ainsi. Les agents d'accueil,
les personnes chargées de la maintenance au sein des collèges, donc de façon à ce que chacun ait effectivement un masque qui lui soit assuré. Quand je dis un masque, c'est beaucoup plus souvent 2 par jour qu'un seul d'ailleurs. On a d'autre part, nous, la responsabilité de faire en sorte que l'intégralité des collèges soit dotée de gel hydroalcoolique, soit doté de savon, soit doté de serviettes serviettes jetables en nombre suffisant, que nos 203 collèges publics soient sur ce plan totalement équipés. C'est le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, on est prêt pour la rentrée. Cette rentrée ne sera d'ailleurs pas une rentrée de toute manière de l'intégralité des collégiens, puisque d'une part, ce n'est qu'une rentrée des 6e et des 5e. On verra ensuite pour les 4e et les 3e, mais là, je n'ai pas de date précise de retour au collège et de démarrage des cours. Et puis, on sait très bien qu'aujourd'hui, la moyenne, à mon avis, sera de l'ordre de 50%, là, puisque la présence au collège est volontaire, elle n'est pas obligatoire. 50%, à la limite, ça nous arrange encore plus parce que ça veut dire qu'il y a moins d'enfants, moins de collégiens, donc on peut faire en sorte qu'on soit moins nombreux dans les classes, que l'espacement soit mieux préservé, qu'on puisse organiser des récréations qui soient des récréations successives. Sur la demi-pension, c'est la même chose. Nous sommes prêts à assurer totalement nos responsabilités en termes de demi-pension, voire de donner un coup de main là où ce sera nécessaire à des communes qui auraient des difficultés de la mettre en place pour leurs écoles, mais il faut aussi une distanciation. Donc, nous étions sur le point de demander effectivement aux équipes des collèges et aux équipes de cuisine de prévoir de multiplier les services, commencer à 11h30 et finir à 13h30 ou à 14h. Si on est sur des effectifs du quart, c'est-à-dire 50% sur la moitié des classes, je pense que ce ne sera même pas indispensable. La cantine sera proposée sans problème. Tout à fait, sans problème. Et puis, vous savez, les personnels de cantine sont assez exemplaires. Moi, je sais que pendant la période de fermeture et de confinement, on avait demandé à des volontaires de se désigner. On n'avait pas désigné les volontaires. On avait demandé effectivement que tous ceux qui souhaitaient consacrer un peu de temps pour porter secours aux enfants de l'aide sociale à l'enfance, donner un coup de main par rapport aux éducateurs, pour donner un coup de main dans les EHPAD, pour donner un coup de main même au niveau hospitalier, se manifestent. On a eu plus de 200 personnes qui l'ont fait. Et dans ces 200 personnes, on a beaucoup de chefs et de seconde cuisine qui, de la même manière, se sont mis totalement à notre disposition pour ce qu'on appelle la fourniture de produits locaux par l'intermédiaire des collèges, dans les collèges, et puis pour les aides qui sont données aux personnes en difficulté, même chose en produits de première nécessité. Vous avez justement mis en place des drives des producteurs. Nous n'avons pas vu ce dispositif en Sambre-Avesnois. Est-ce qu'il va arriver? Alors c'est vrai, on souhaitait, puisqu'on avait prévu au départ qu'il y ait ce type de service à Maubeuge et puis à Fourmies. On n'a pas pu le réaliser pour le moment, je ne dis pas qu'on n'y arrivera pas demain, parce qu'on a comment dire, une insuffisance de producteurs. Donc on a une insuffisance d'offres sur l'arrondissement d'Avesnes, ce qui peut paraître un petit peu surprenant, ou alors on a des producteurs qui ont plus facilement écoulé leurs produits, puisque ce qu'on est arrivé à faire relativement facilement sur l'arrondissement de Lille, sur l'arrondissement de Dunkerque, ce que l'on va faire sur Valenciennes dès cette semaine, on n'a plus de mal effectivement à le mettre en place sur l'Avesnois. Mais je vous rassure quand même sur un point, c'est que j'étais hier avec Martine Aubry, puisqu'on aide également les communes qui veulent mettre gracieusement des produits à disposition. Hier, par exemple, la ville de Lille a distribué plus de 4000 paniers, et dans chacun des paniers, il y avait un fromage de maroilles. Ah, c'est une bonne nouvelle, ça. C'est vrai que le maroilles est en difficulté en ce moment. Tout à fait. Et on va recommencer. Je pense que les Lillois vont découvrir, pour ceux qui ne connaissent pas, ils ne sont pas très nombreux, mais les vertus du maroilles et tout ce qu'on peut faire en cuisine avec ce formidable fromage. Un mot justement encore sur le volet de l'éducation. Qu'en est-il pour les transports pour les élèves en situation de handicap? Alors, les transports, globalement, sont de la compétence de la région, sauf effectivement le transport des personnes en situation de handicap qui reste de la compétence départementale. Donc, bien sûr, ce transport reprend aussitôt que les collèges, les écoles, les collèges, les lycées se remettront à fonctionner. Donc, on reprend tout de suite. Il est possible, si vous voulez, qu'il y ait un aménagement des horaires de transport, parce que de la même manière, on ne va pas mettre des enfants handicapés trop nombreux et trop rapprochés dans ces véhicules spécialisés.
Mais ça, ce sont des choses qu'on arrivera à gérer, à mon avis, relativement facilement. D'une part, parce que les lycées ne reprennent pas pour le moment, qu'au niveau des écoles, c'est souvent quand même les parents qui les conduisent effectivement jusqu'à l'école. Donc, ce sera surtout les collégiens dont on devra s'occuper. Un autre volet après l'éducation, après la santé, le volet solidarité, puisque vous avez multiplié un peu les actions là, ces dernières semaines. Est-ce que vous allez faire d'autres actions de solidarité envers les familles, les personnes isolées, fragiles, âgées et donc handicapées également? Alors, il y a effectivement pas mal d'actions qui ont été mises en place. On a beaucoup parlé, par exemple, de la distribution de 1000 outils informatiques, 1000 tablettes dans les EHPAD et dans les maisons de retraite, en fait, hein, qui ont été très appréciées. C'était Oui. des tablettes adaptées, effectivement, pour des personnes âgées. C'est la première fois que moi j'ai compris quelque chose au maniement d'ailleurs de ces tablettes, donc j'ai servi de cobaye, si je peux m'exprimer ainsi. Qui permettent à la fois effectivement de maintenir le lien avec la famille et avec les proches, mais qui sont aussi adaptés pour les consultations par télémédecine. Donc je crois que ça a vraiment bien marché. Sur les enfants, trois fondations se sont réunies, la Fondation du Nord, ce qui est bien normal, mais aussi la Fondation Ambert, mais aussi la Fondation Boulanger, pour offrir 750 tablettes à des enfants de l'aide sociale à l'enfance. C'est des tablettes moins sophistiquées, mais ça leur permet effectivement à la fois de se distraire un peu, parce qu'il y a des activités de loisirs sur les tablettes, mais aussi ça leur permet effectivement de mieux travailler. On continuera ces initiatives. Je sais par exemple que des EHPAD avaient dit, écoutez, nous pour le moment les tablettes, ça ne nous intéresse pas parce qu'on n'a pas le personnel pour le faire vivre effectivement cette opportunité, ou bien on a déjà des tablettes et on n'a pas besoin de tablettes supplémentaires. Aujourd'hui, ils se rendent compte que ces tablettes étaient plus sophistiquées et plus utiles. Donc, s'il le faut, on se remettra à l'ouvrage pour effectivement pouvoir compléter tout cela. Ma collègue Geneviève Manarino, qui est vice-présidente chargée de l'autonomie, donc chargée en fait des personnes âgées et des personnes en situation de handicap, a développé aussi avec Voisins solidaires toute une série d'actions de solidarité, de proximité vis-à-vis des personnes seules, vis-à-vis des personnes en situation de grande difficulté. Et puis, bien sûr, nous essayons d'aménager pour des personnes qui sont en souffrance. Cette fois-ci, je pense par exemple aux femmes victimes de violences conjugales ou aux enfants victimes de violences intrafamiliales. On passe des conventions pour ouvrir d'autres lieux qui permettent de les accueillir, même si on peut toujours penser que le mieux, c'est pas que ce soit la personne qui est victime, qui quitte le foyer, mais que ce soit la personne qui, au contraire, est la délinquante. Bon, de temps à autre, il faut trouver des solutions dans l'urgence. Et les solutions dans l'urgence, avec l'aide de l'État d'ailleurs, on les trouve et les conventions, on les passe. De la même façon, si vous voulez, qu'on a anticipé, par exemple, sur l'aide sociale à l'enfance, on a ouvert de nouveaux lieux pour les enfants qui seraient malades du Covid, pour qu'ils puissent être isolés et soignés, mais sans risquer de contaminer les autres. Et de la même manière, pour les enfants qui reviennent de fugue, puisqu'on a quand même pas mal d'adolescents qui sont fugueurs, je ne veux pas qu'ils réintègrent immédiatement leur maison de l'enfance à caractère social. Je veux que préalablement, ils aient une quatorzaine, quoi, qu'ils soient mis en quatorzaine, testés, avant de rejoindre effectivement le foyer où ils ont l'habitude d'aller. Et même chose pour les MNA, les mineurs non accompagnés. Lorsqu'on a de nouvelles ordonnances de placement, eh bien, avant qu'ils rejoignent les foyers qui leur sont destinés, il y a également cette période de quatorzaine qui est respectée. Une question, on a vu qu'il y avait un mouvement très compliqué hein, au sein des associations, du monde de la culture. Aujourd'hui, voilà, c'est un monde qui est en train d'être en difficulté vraiment et qui souffre beaucoup. Le monde sportif aussi, peut-être qui souffrira dans les mois qui viennent. Qu'est-ce que vous avez à leur dire aujourd'hui à ces associations, à ce monde de la culture? Écoutez, j'essaie d'abord d'être prudent. La prudence, elle consiste d'abord à rappeler des choses élémentaires, mais je crois que c'est nécessaire de les rappeler. Aujourd'hui, la priorité des priorités pour le département, c'est la priorité sanitaire. Maintenant, on sait très bien que il faudra effectivement retrouver un équilibre avec l'activité économique, avec le soutien social qui viendront s'y ajouter. Donc, il y a un curseur qui est un curseur délicat qu'il faudra savoir placer. Je ne me suis pas posé la question quand j'ai acheté mes masques, du coup, que ça allait avoir. Il y a 6 millions d'euros qui partent en mesure de protection. Il fallait le faire, on l'a fait, et puis on continuera à le faire aussi longtemps que ce sera nécessaire. Nous avons eu un effondrement de nos recettes. Par exemple, les droits de mutation à titre onéreux, qui sont une des principales ressources des frais de notaire,
dont les notaires ne voient pas beaucoup la couleur, il faut bien le reconnaître, les droits de mutation à titre onéreux qui bénéficient surtout aux départements et accessoirement aux communes, qui sont pour nous une recette importante. L'an dernier, c'était 360 millions pour le département du Nord. En étant optimiste, les départements vont en perdre 30%. En étant pessimiste, 50%. Même 30%, on perd 120 millions d'euros. C'est un véritable effondrement, si vous voulez. On voit en même temps se relever le nombre d'allocataires du RSA. Vous allez me dire, c'est curieux parce que bon, il y a aussi des mesures prises par l'État pour gérer un peu les personnes en difficulté. Donc, ce n'est pas tellement des gens qui basculent d'un travail au RSA ou du chômage au RSA, c'est surtout parce qu'on n'applique plus les procédures habituelles, par exemple la procédure dite de déclaration trimestrielle de ressources, qui permet de vérifier qu'une personne est bien légitimement demandeur du RSA. Aujourd'hui, on n'applique plus ces formules et donc, lorsqu'on demande le RSA, il vous est accordé, si vous voulez. Et on contrôlera après, lorsqu'on sera sorti de la crise sanitaire. Mais tout cela nous met aujourd'hui face à 4 millions à peu près d'euros supplémentaires chaque mois, uniquement sur le reste à charge RSA. Donc, tout cela pour vous dire que avant de pouvoir redistribuer ce que l'on essaiera de faire avec beaucoup de bienveillance et d'attention vers les associations culturelles, vers les associations sportives, eh bien, on veut quand même être en mesure de faire nos comptes. C'est-à-dire de dire, bah, écoutez, maintenant, voilà ce qui nous reste, voilà ce que l'on peut faire, il y a des priorités à établir. Est-ce que les priorités à établir, c'est plutôt la culture? Est-ce que c'est plutôt le sport? Est-ce que c'est plutôt effectivement l'aide aux entreprises pour qu'elles puissent reprendre le travail? Moi, j'ai des entreprises qui disent, je ne peux pas travailler parce que je n'ai pas les moyens de protection, par exemple, pour le faire. Les moyens de protection, je veux bien les mettre à disposition. On a des grandes entreprises comme Tata Steel, par exemple, près de Maubeuge, qui nous dit, mais nous, on a des travaux d'infrastructure routière qui sont fondamentaux pour l'avenir de l'entreprise. Ça aussi, ça fait partie des priorités. La volonté, notamment en matière culturelle, c'est d'être présent, c'est de ne pas pénaliser effectivement les associations culturelles. Ce n'est pas nécessairement de laisser le même montant de subvention qui était prévu à chacune d'entre elles. Lorsqu'il y avait par exemple un festival important qui était prévu mais en fin d'année, lorsqu'il n'y a pas encore eu de travail de préparation, lorsqu'il n'y a pas eu de contrat signé, alors on pourra comprendre que la subvention versée soit diminuée et qu'elle puisse aller vers d'autres structures culturelles qui en ont un besoin beaucoup plus urgent pour ne pas disparaître, quelquefois purement et simplement. Mmh. Ouais, il y a un projet phare évidemment dans Sambre-Avesnoise, c'est le contournement nord de Maubeuge. Est-ce qu'aujourd'hui il va être retardé? Bah, écoutez, il l'est déjà retardé il est arrêté. En l'état actuel des choses, les travaux sont arrêtés. Mais nous sommes en mesure de reprendre les travaux avant la fin de ce mois de mai. Et vraisemblablement, d'ailleurs, le deuxième moitié de ce mois pourra être consacré à la reprise des travaux. On a aujourd'hui aussi des petits problèmes de discussion sur le contournement nord avec l'État. La direction régionale des routes, qui n'avait pas fait d'observation sur les projets qui avaient été déposés par le département, aujourd'hui nous fait toute une série de remarques qui pourraient amener à exiger des études complémentaires avant de pouvoir passer à la phase totalement opérationnelle de ce contournement nord. Moi, je m'en entretiendrai avec le préfet. Je pense qu'il y a un moment pour faire des remarques et puis il y a un moment effectivement pour réaliser. Pour nous, c'est un projet effectivement d'une grande importance, mais faut que l'État, effectivement, comprenne aussi les contraintes départementales et comprenne que quand on a décidé, par exemple, ensemble, quelle était l'envergure, par exemple, des giratoires qui étaient nécessaires, on ne change pas d'avis tous les 15 jours. Et c'est dans quelle portion du contournement que ça pose problème? C'est la première partie, la deuxième? Non, aujourd'hui, c'est plutôt dans la seconde partie. Mais tout ça surtout dans la période que l'on vit actuellement, tout ça est un peu exaspérant, si je peux me permettre. D'accord. Bon, en tout cas, le contournement est toujours d'actualité. Ça, on peut le Bien dire. sûr, on a aussi le problème avec les Belges. C'est nos amis et voisins belges qui ont pris des décisions avec lesquelles on n'est pas en pleine harmonie. Mais bon, on gère tous les jours. La pollution de l'ESCO, c'est eux qui la gèrent et à première vue, c'est nous qui sommes responsables. Donc, quelquefois, effectivement, il faut effectivement qu'on puisse se retrouver, travailler ensemble. Mais ce n'est pas toujours très facile de travailler en visio. Ça n'offre pas les mêmes perspectives de travail qu'avec le contact physique. Ceci dit,
demain, 8 mai, je serai en visio avec mes collègues de la Flandre, mes collègues de la Wallonie, pour trouver ensemble un certain nombre de questions aux problèmes qui restent posés. Je vous pose une question aussi sur, c'est vrai que le département du Nord est limitrophe avec la Belgique. Les frontières seront fermées, jusqu'à nouvel ordre? Alors, c'est un des points qu'on va aborder justement demain, avec notamment Jean de Béthune et avec également nos homologues de Wallonie. On aimerait bien avoir une certaine coordination. Une certaine coordination, bon, il y a un problème qui, à mon avis, sera réglé relativement facilement, c'est le problème des travailleurs frontaliers, aussi bien des Français qui travaillent en Belgique que des Belges qui travaillent. Comme aujourd'hui là, comme en ce moment? Voilà, tout à fait. Pour que les choses leur soient très grandement facilitées. L'idéal, ce serait, mais c'est extrêmement difficile à obtenir, et puis ça ne relève pas réellement des compétences des provinces d'un côté et des départements de l'autre. L'idéal, ce serait qu'on trouve aussi une certaine harmonie sur la réouverture des restaurants, par exemple, sur la réouverture des cinémas, sur la vie au quotidien, avec la convivialité au quotidien, car si on a des solutions totalement différentes, effectivement, d'un pays à l'autre, on va générer des flux importants de circulation qui poseront problème vis-à-vis de la question sanitaire, dont il ne faut surtout pas oublier que même après déconfinement, cette question sanitaire n'est toujours pas réglée. Elle fait toujours partie de notre vie quotidienne. Le virus, on vit avec. Hein. On ne se contente pas de dire on a passé à des moments difficiles, mais ils sont finis. Non, ils ne sont pas finis. Et l'attention la plus extrême, elle reste tout à fait impérative. Dernière question, Jean-René Le Serre, je vous remercie vraiment pour toutes ces réponses. À quand la réouverture des musées départementaux? On sait qu'il y en a beaucoup en Sambre-Avesnois, comme le Musevert de Sarrepoterie ou encore le Forum antique de Bavay. Alors, il a fallu pour ça qu'on fasse un peu comment dire, d'analyse sur ce qu'est un grand musée et ce qu'est un petit musée. Mmh. Alors, je sais qu'il n'y a pas de grand-mère et de petit-mère, donc il n'y a pas non plus de grands musées et de petits musées, mais bon, l'État nous a dit que les grands musées n'allaient pas réouvrir tout de suite, mais qu'on pouvait rouvrir les petits musées. Euh, il n'y a pas de petits musées non plus, mais on a quand même essayé de s'engouffrer dans la brèche. Et la réponse est favorable, c'est-à-dire qu'on va réouvrir dès mardi prochain les musées euh, musée Matisse du Cateau-Cambrésis, le Musevert à Sarpoterie, et puis le musée de Cassel dans l'arrondissement de Dunkerque. Ça prendra un petit peu plus de temps pour Bavay, parce que Bavay, ce n'est pas seulement un musée, c'est aussi un forum, et que les conditions aujourd'hui d'accès au forum ne sont pas évidentes. Il faut également qu'on se préoccupe d'ailleurs de gérer l'arrivée du printemps et la pousse des herbes sur le forum. Et puis, on a toujours sur Bavay ce problème essentiel, effectivement, de couverture du cryptoportique que l'on aurait dû lancer le 10 avril et qui a été quelque peu retardé. C'est pour ça que Bavay connaîtra certainement un décalage de 15 jours ou 3 semaines avant une réouverture à l'égal de Sarpoterie. En tout cas, bon, on réouvre nos musées départementaux un peu à la fois, les premiers à partir de mardi. Mardi, donc, le Musevert en ce qui vous concerne, et certainement 8 ou 15 jours plus tard, le Forum Musée de Bavay à l'abbaye de Vaucelles, de façon à ce qu'un peu à la fois nos 10 structures soient réouvertes. Petite question dernière sur une question locale sur Aulnoy-Aymeries. Il devait y avoir un nouveau centre de secours rue de Pont-sur-Sambre. Est-ce qu'il va ouvrir? Enfin, Bien sûr. est-ce que les travaux vont commencer, pardon? Alors, bien sûr, tout à fait. C'est mon collègue et ami, d'ailleurs, Bernard Baudou, est parfaitement au courant de ce dossier. C'est un centre d'incendie et de secours qui se met en place dans un ancien centre appartenant au département et consacré jusque-là aux problèmes, effectivement, qui étaient les problèmes de voirie. On a monté d'ailleurs l'importance du budget de manière assez importante. Il y a des retards qui sont liés effectivement à la situation que nous connaissons aujourd'hui, mais il n'y a aucun problème de principe. Donc, ce centre, il sera opérationnel, bien sûr, avant la fin de cette année. Très Avant bien. la fin, oui, opérationnel avant la fin de cette année, je m'avance peut-être un tout petit peu. Les travaux J'espère qu'il peut-être. sera opérationnel avant la fin de cette année, et je suis sûr qu'avant la fin du mandat, on considérera qu'il y a longtemps qu'il est en activité. Très bien.
Jean-René Le Serre, président du département du Nord, je vous remercie beaucoup pour toutes ces réponses. Merci aussi aux auditeurs qui ont participé à la création de toutes ces questions. Jean-René Le Serre, je vous souhaite bon courage et puis prenez soin de vous. Merci, vous aussi, c'est toujours un plaisir d'échanger avec vous.